Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, selon là où vous êtes dans le monde. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré à la restitution des premiers résultats du dispositif Ing et Aku, une enquête inédite menée auprès de la diaspora malgache. Avant tout, on souhaiterait vous inviter à scanner un QR code. Cela nous permet d'avoir quelques statistiques vous concernant l'auditoire. Ce sont des statistiques démographiques pour savoir qui nous regarde, le sexe, l'âge, où est-ce que vous avez entendu parler de l'enquête. Ça nous intéresse et ça nous permet de connaître un peu plus la diaspora. Vous avez à l'écran traversé par des contradictions. L'attachement au pays, avec une défiance croissante vis-à-vis de ses institutions, une envie de contribuer, mais un manque de reconnaissance et d'organisation. Donc, ces données sont précieuses, elles permettent de mieux cerner qui compose la diaspora malgache aujourd'hui. Comment vit-elle ses liens avec Madagascar? Quels freins et quels leviers pour renforcer son rôle dans le développement du pays? Mais ce webinaire ne se limite pas à une restitution académique, c'est aussi un espace de dialogue. Vous allez pouvoir poser vos questions. Nous vous invitons à réagir, commenter, poser vos questions. Votre parole compte autant que les chiffres. Car au fond, ce projet repose sur une idée simple: se connaître pour mieux se reconnaître. Bienvenue à toutes et à tous et merci de faire partie du mouvement. Nous allons d'abord présenter nos premiers panélistes. Nous avons Mireille Razablakout. Jean-Michel est maître de conférences en sociologie à l'Université de Lille, spécialiste des dynamiques sociales, de la pauvreté et des politiques publiques. Il a co-dirigé L'énigme et le paradoxe, économie politique de Madagascar, aux côtés de Mireille et de François Roubaud. Ses recherches portent sur la fragmentation sociale et les formes de désengagement citoyen face à des institutions perçues comme illégitimes. Ensuite, nous allons recevoir François Roubaud. Donc, François est économiste et directeur de recherche à l'IRD, spécialiste du secteur informel et de la gouvernance, de l'évaluation des politiques de développement. Co-auteur aussi de L'énigme et le paradoxe, économie politique de Madagascar. Ses travaux combinent enquête de terrain, analyse institutionnelle et plaidoyer pour des politiques publiques plus inclusives et ancrées dans le réel. Eh bien, bienvenue à tous je vais maintenant donner la main à notre modératrice, Nathanaëlle. Bonsoir à tous et donc bienvenue à ce webinaire donné par Diapason, une nouvelle occasion de se retrouver, de se rencontrer et d'échanger encore sur des sujets donc qui portent vers le développement de Madagascar. Aujourd'hui, on se retrouve pour donc discuter sur l'enquête Ngaiak, dont certains ont sûrement entendu parler, qui est donc portée par l'IRD en coopération avec d'autres institutions. Et donc, ce soir, les discussions porteront principalement sur, comme l'a dit Tine, comment on va connaître la diaspora, comment est-ce qu'on peut mieux décrypter cette diaspora, souvent on va dire, qualifiée de complexe. Pour commencer, déjà, c'est vrai qu'il y a 2 ans, justement, la première conférence de Diapason, le 29 juin 2023, c'était justement sur la diaspora, compétences, portraits et engagement avec justement nos intervenants qui sont présents aujourd'hui. Aujourd'hui, 2 ans après, on revient sur Ngaiak, où on a encore un enjeu derrière de profilage et de meilleure connaissance de la diaspora. Peut-être si vous pouvez nous présenter ce projet qui est quand même derrière très porteur. Mireille, je te donne la main. Ok, merci. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci beaucoup à Diapason de nous accueillir donc aujourd'hui pour présenter ces premiers résultats donc de ce projet autour de Ing et Aku, et qui est un projet donc mené en partenariat mené sur le terrain en partenariat étroit avec différentes associations de la diaspora. Comme l'a dit Nathanaël, en fait, ce projet s'inscrit dans la suite de l'ancien projet qu'on a présenté il y a
il y a quelque temps donc déjà. Et là, l'idée, c'est d'aller encore plus loin sur la connaissance de cette diaspora malgache pour mieux la connaître et appuyer justement les actions, les différentes initiatives et les différentes actions. J'attends les slides qui permettraient de présenter concrètement en fait ce projet. Voilà, donc l'idée en fait c'est que donc cette enquête a démarré en octobre dernier de 2024, donc ça fait à peu près 8 mois, et l'idée aujourd'hui c'est de vous présenter assez rapidement, de donner un retour en fait, parce qu'il y a encore des gens qui disent à quoi ça peut servir, et donc même si les résultats qu'on va vous présenter aujourd'hui sont des premiers résultats et qui sont provisoires, on a vraiment tenu à les présenter pour vous donner une idée, des premières idées de à quoi ça peut servir. Partant de ces résultats-là, qu'est-ce que lever tout doute et tout scepticisme, donc pour dire voilà ce qu'on peut faire à partant de ces deux enquêtes, quoi. Slide suivante. Diapo suivante. Et donc, en fait, ce projet, c'est un projet de développement des connaissances sur la diaspora malgache. Hein. Donc, c'est un projet scientifique, comme Tim l'a présenté tout à l'heure, hein, et qui a été confié, en fait, à l'IRD. Donc, il y a deux enquêtes. Hein. Il y a une enquête qui s'appelle ING, qui porte sur les membres de la diaspora malgache dans le monde, en France, mais aussi dans le monde entier. Et il y a l'enquête ACU, qui est sur les associations de la diaspora, mais plus largement, en fait, c'est sur toutes les associations en France qui œuvrent pour Madagascar. Et alors, ces deux enquêtes s'inscrivent dans un projet plus large, en fait, dans un dispositif de connaissances plus large, qui inclut aussi des études qualitatives et qui inclut aussi une enquête qui va être menée à partir de la fin de cette année, normalement, qui va être menée à Madagascar, qui sera une enquête miroir pour essayer de voir le point de vue, par contre, les liens, en fait, des Malgaches à Madagascar avec la diaspora et avoir aussi leur point de vue. Diapo suivante. L'idée, c'est d'avoir en fait un dialogue vraiment donc science-société, et l'idée de répondre à un besoin spécifique. Et donc ce projet donc que nous coordonnons donc autour de ces deux enquêtes et ces différentes études qualitatives et quantitatives s'inscrit dans un projet encore plus large qui s'appelle le projet TAD, qui est mené sur 4 ans. En fait, c'est un projet financé par l'AFD et coordonné par l'Expertise France. Et donc, on nous a confié une des composantes de ce projet, c'est la composante 3, qui est spécifiquement donc sur recherche et capitalisation pour mener ce dispositif de connaissance de la diaspora. Et il y a d'autres partenaires, évidemment, donc, de ce projet. Il y a notamment donc, le MAE, et l'OIM, avec l'idée, c'est l'objectif global, c'est créer les conditions favorables pour que justement la diaspora se mobilise pour le développement social et économique de Madagascar. Slide suivante. Et donc, il y a un objectif, hein, donc c'est de mieux se connaître pour comprendre et pour mieux agir. Donc, il y a trois types d'objectifs concrets qu'on peut développer rapidement ici. C'est qu'il y a un premier objectif qui est plus méthodologique, puisque c'est en fait un défi. Une enquête de ce type-là n'a jamais été réalisée, à notre connaissance, et on vise d'avoir une enquête à visée représentative, c'est-à-dire que tous les éléments de la diaspora puissent être représentés, puissent se retrouver dans cette enquête, et avec l'idée de donner un modèle en fait pour d'autres diasporas. C'est une enquête, une nouveauté et qu'on va proposer. Il y a des objectifs analytiques, puisque en fait aujourd'hui on a des idées sur le nombre une estimation de que représente la diaspora, mais vraiment très vague. Et là, vraiment, à travers cette enquête, on veut être très précis, dénombrer et caractériser cette diaspora, mais vraiment dans toute sa diversité. Pareil pour les associations qui œuvrent pour Madagascar, et comprendre comment ils fonctionnent, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, et voir aussi les liens véritables, justement, donc avec le pays, avec le territoire. Et il y a un troisième objectif qui est non moins important, qui est même un des plus importants, puisque c'est en ça qu'il y a un dialogue entre la société et la science. Il y a la partie scientifique, mais l'idée, c'est de répondre vraiment et appuyer toute décision. Et donc, les données qui vont être produites et les connaissances qui vont être produites devraient permettre de structurer et de mobiliser encore plus la diaspora.
l'idée, c'est de renforcer aussi la visibilité de cette diaspora et son pouvoir de négociation. Je vous dis juste comme ça, là, une première estimation, même si elle doit être encore être assise sur d'autres, des analyses encore plus fines, mais on avait initialement l'idée que la diaspora malgache était autour de 200 000 personnes. Après des estimations qu'on a faites un peu plus fines, on peut dire que c'est aujourd'hui, certainement, c'est de l'ordre de 350 000 et voire plus, en fait. Mais là, c'est un chiffre qu'on va encore travailler. Mais dire juste que cette diaspora pèse réellement et a un effectif extrêmement important, ça devrait aider déjà pour mobiliser, pour aller convaincre différents acteurs de dire on a une capacité en fait d'action. Et donc là aussi, à partir des différentes caractéristiques qu'on va trouver et qu'on va vous présenter, on va vous présenter quelques éléments aujourd'hui, il s'agit de développer des synergies, des initiatives conjointes entre les membres de la diaspora et rendre effectif en fait le potentiel de contribution qu'on va voir. Slide suivante. Donc là, je vous montre cette diapo pour illustrer très rapidement, on ne va pas entrer dans le détail, qu'il s'agit d'un processus participatif. La condition, en fait, pour réaliser cette initiative, c'est le travail extrêmement étroit avec les membres même de la diaspora, avec ce qu'on appelle des associations relais. On a travaillé vraiment sur le terrain avec différentes associations relais. Donc, c'est en fait, cette enquête, c'est une grande équipe. Nous, on n'a fait que coordonner en tant que scientifiques, mais c'est en fait l'œuvre d'une énorme équipe incluant différentes associations de la diaspora, différentes personnes qui ont joué des rôles d'ambassadeurs, de parrains, etc. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on peut parler d'un processus véritablement participatif. Et l'idée, c'est que déjà à travers l'enquête, en fait, on mobilise la diaspora, on mobilise ses membres, et après, à partir des résultats qu'on va avoir, permettre aussi que ces connaissances qu'on va obtenir puissent être utilisées par cette diaspora. Diapo suivante. Et donc, quels sont aujourd'hui, donc je n'entre pas dans le détail des méthodologies, mais globalement, en fait, on a utilisé différentes façons pour réussir jusqu'à présent pour avancer dans cette enquête, donc via en ligne, par téléphone ou des entretiens face à face. Aujourd'hui, donc au 27 mai 2025, on a obtenu déjà 3260 répondants pour l'enquête auprès des membres de la diaspora, 2792 en France et 468 hors de France, dans 30 pays du monde entier. Et au niveau de l'enquête auprès des associations, on a 429 associations. Et l'enquête n'est pas terminée, puisqu'on veut avoir encore plus, on a besoin pour vraiment rendre solide et avoir le maximum d'informations possibles et avoir quelque chose de vraiment représentatif de l'ensemble de la diaspora, continuer encore et jusqu'à fin juin. Et donc, on vous propose, diapo suivante, pour ceux qui… Donc là, on vous montre sur une carte où se trouvent en fait les personnes qui ont répondu à l'enquête auprès des membres de la diaspora, c'est Ing. Donc, vous voyez bien que c'est réparti sur tous les territoires. Il y a quelques pays là qui sont cités, mais j'ai dit il y a 30 pays. Mais on vous incite, donc si vous n'avez pas encore répondu à ces enquêtes, soit en tant que membre d'associations œuvrant pour Madagascar, soit en tant que membre tout simplement de la diaspora, on vous invite à participer à cette enquête. Dans la slide suivante, il y a les QR codes que vous pouvez scanner, mais il y a aussi les liens qui peuvent être utilisés pour aller en ligne, pour avoir accès aux questionnaires. En fait, c'est un formulaire et les données sont totalement confidentielles. Donc, on est là en tant que scientifique garant justement de la confidentialité totale de ces enquêtes statistiques. Et on garantit aussi donc la fiabilité et la qualité des données. Et enfin, on va garantir qu'on va fournir les résultats qui vont être disponibles à travers un rapport, et il y aura encore d'autres présentations en fait des résultats de ces enquêtes, qui sera un événement de plus grande ampleur quand on aura fini véritablement les enquêtes et l'analyse. Je vous remercie. Merci Mireille pour cette présentation très claire, je pense, de cette enquête où je pense qu'en tant que membre de la diaspora, nous sommes tous concernés. Moi, je pense que ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette enquête, parce que comme j'ai été présidente d'association, j'ai eu à remplir autant ENGA que AC,
d'ailleurs, nous encourageons encore les membres de la diaspora à remplir. Et c'est justement comprendre ce positionnement en tant que membre de la diaspora sur nos actions envers Madagascar, mais aussi comment est-ce que pour cette enquête de grande ampleur, les moyens ont été mobilisés. Vous avez parlé notamment de l'enquête donc individuelle, mais aussi donc de l'enquête des associations. Vous êtes passé par des associations relais, comme notamment Zakwa Nour, et je pense que ça a quand même mobilisé à travers plusieurs manifestations. On vous a vu échanger avec le monde, savoir un peu quelles sont les attentes aussi, parce que pour cette enquête quand même très complète, je dirais, on cherche à avoir des résultats qui sont assez concluants. Nous rappelons encore une fois que les résultats présentés sont provisoires. Ça veut dire qu'on attend encore des résultats beaucoup plus larges. Par rapport à l'approche participative, justement, et les associations relais, pardon, est-ce qu'on peut avoir un peu ce qui vous a amené à vous tourner justement vers les associations relais, dont justement Zakwa Nour avec le président donc Mika Djambel qui est présent ce soir, à vous tourner vers eux? Et comment est-ce que justement ces associations relais constituent un pilier pour l'enquête? Donc, je laisse la parole à Mika donc, pour vous présenter. Très bien. Merci beaucoup, Mireille. Merci beaucoup, Nathanaël. Et merci beaucoup à Diapason pour l'accueil. Comment dire, très tôt, en fait, dans ce dispositif-là, je sais que les chercheurs étaient convaincus du fait qu'il fallait en faire un exemple de science participative, de dialogue science-société. Au final, cette enquête, elle aurait pu très bien être sous-traitée, externalisée à des experts pour la conduire de manière un peu froide, entre guillemets, mais ça a été quelque part un vecteur de risque de confier ça aux associations. Mais au final, on a réussi à le transformer en opportunité pour que les associations travaillent ensemble avec la recherche, entre elles, avec les différents acteurs qu'on a rencontrés durant 7 ou 8 mois de projet déjà, églises, organisateurs événementiels, etc. etc. Donc je pense que par rapport à l'exemplarité, par rapport aussi à l'idée que l'on peut se faire de la science aujourd'hui, au XXIe siècle, c'était vraiment super intéressant de se dire, cette enquête sur la diaspora, on l'a fait pour la diaspora, par la diaspora. Donc, je pense que c'est déjà une première valeur ajoutée que l'on ressort de ce partenariat scientifico-citoyen pour conduire l'enquête. La deuxième raison aussi qui justifie cela, c'est qu'au final, on est quand même une diaspora qui participe assez activement dans des associations diverses. Les associations sont des lieux de socialisation. Les associations pratiquent la diaspora en organisant des événements, en organisant des formats de rassemblement. Donc, la diaspora, les associations, sont des acteurs qui ont une certaine connaissance de qu'est-ce qui peut marcher pour attirer tel ou tel individu de la diaspora à faire telle ou telle action. Donc, au niveau de notre capacité, on va dire, à se projeter sur les modalités qui permettent de mieux faire contribuer cette diaspora-là à l'enquête, je pense que c'était vraiment le deuxième point fort des associations, pas seulement la nôtre, mais de toutes celles qui ont participé à l'étude, pour maximiser le taux de réponse que l'on pouvait avoir lors de ce dispositif d'étude. Vous étiez donc principalement donc sur la région Île-de-France, c'est quand même un gros sillon, on va dire, de la diaspora. Et on a vu sur notamment le diapo qu'a présenté Mireille, qui avait plusieurs canaux, là où il y avait du face-à-face, mais aussi derrière des enquêtes des enquêtes téléphoniques et autres. Est-ce que vous avez quand même eu derrière des difficultés parce qu'on a quand même de beaux chiffres avec près de, il me semble, 3000 répondants estimés, donc c'est quand même beaucoup au niveau, on va dire, global. Est-ce que vous avez eu des difficultés derrière à pouvoir avoir des réponses et une motivation derrière à participer aux premiers résultats? Oui, bien sûr qu'il y a eu des difficultés, sinon ça ne serait pas drôle, j'ai envie de dire. Le collectif, très très tôt, a eu cette ambition de se dire que pour avoir une meilleure représentativité de la diaspora, dans le cadre de cette enquête, il fallait foncer au maximum sur les enquêtes offline. Donc il y a eu des enquêtes en ligne, mais il y a quand même eu, au démarrage surtout, beaucoup d'enquêtes hors ligne qui ont été faites. Donc la stratégie à ce moment-là, c'était plus de se tourner vers les événements qui rassemblent et qui fédèrent la diaspora. Donc, on est allé faire du porte-à-porte auprès des organisateurs, tenir des stands chez ZAM, tournoi de la solidarité CSM, des vides dressing solidaires, un petit coup patin à nos associations Titanour et Tilan qui nous ont accueillis sur l'île de France. Je pense aussi à la RNS, bien entendu, plus récemment, des événements d'église également, des tournois sportifs, de Gaspanam, de la Tans League.
Donc, on a essayé vraiment de diversifier les terrains limite sociologiques, hein, pour toucher à différentes catégories sociologiques. Quand on dit diaspora, ça peut recouvrir différentes réalités. Donc, on essaie de diversifier au maximum. Et puis, l'aspect plus enquête en ligne, réseaux sociaux, au final, a permis d'obtenir un petit coup de boost plutôt en fin de terrain quand justement les enquêtes en ligne, hors ligne, commençaient un peu à stagner. Ce qui a été très très fort pour nous permettre de pallier à toutes les difficultés qu'on a rencontrées, c'est le pouvoir de la capitalisation. C'est-à-dire qu'on avait des points de suivi réguliers avec les chercheurs, mais aussi avec les autres associations, où on se partageait à chaque fois toutes les bonnes pratiques. Tu as été faire des enquêtes lors d'un concert de RIP, de je ne sais quel artiste, quelque part. Ok, fais-nous un retour d'expérience. Qu'est-ce qui marche pas? On l'a fait lors d'un festival. Est-ce que c'est mieux d'interroger les gens quand ils sont en train de déjeuner, plutôt quand ils sont en train de partir, plutôt quand ils viennent d'arriver? Donc toute cette connaissance-là aussi, toutes les associations avec les chercheurs, on a contribué à la créer et on espère que ce seront des éléments qui pourront être utilisés, repris par la suite par d'autres dispositifs d'études qui s'inscrivent dans cette tradition scientifico-citoyenne. Donc c'est comme ça un peu qu'on a pallié les grandes difficultés rencontrées. Les grandes difficultés, elles sont assez classiques, hein. C'est le fait que les gens s'inquiètent de qu'est-ce qu'on va faire de ces données. On a beau être sur le territoire européen, donc de la RGPD, il y a tout le temps cette inquiétude-là, surtout quand les gens se disent mais ça peut arriver côté État. Alors, expliquer aux gens la différence entre une base de données et puis des résultats agrégés, ça faisait partie, par exemple, des défis du quotidien dans l'administration de ce questionnaire. Les rassurer aussi sur l'impact qu'il y a, qu'on peut espérer vis-à-vis de ce projet, essayer de transformer les mentalités pour leur dire que toute ambition de transformer quelque chose à Madagascar doit passer par une meilleure information de qui nous sommes, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Le lien entre la réflexion et l'action, c'était aussi un défi quotidien d'expliciter ça. Mais en y allant petit à petit, en testant, en itérant et en capitalisant toute l'expérience des différentes associations qui ont travaillé dessus à travers la France, on est quand même ressorti avec un beau bébé. Merci Mick. Donc, on sent quand même qu'il y a eu une forte cohésion derrière associative, mais aussi entre les individus qui ont derrière porté l'enquête et qui ont amené à ces premiers enseignements. Nous rappelons encore une fois que l'enquête, notamment sur les bases de données, sont complètement anonymes, donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire de ce côté-là. Et peut-être revenir vers donc nos chercheurs sur peut-être les résultats et les premiers enseignements qu'il y a eu à tirer, notamment peut-être Jean-Michel, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des premiers résultats que vous avez pu dégager sur toute cette mobilisation? Oui, bien sûr, d'accord, Nathaël. Je vais présenter. Donc, je rappelle que ce sont des résultats provisoires, hein, et ça donne juste un peu une idée de ce qu'on peut trouver dedans. On a arrêté les données à une certaine date, mais l'enquête se continue. Et puis, il y a un certain nombre d'ajustements statistiques qu'il faut qu'on fasse par ailleurs. Donc, je commence par les caractéristiques démographiques. Si je peux avoir la première diapositive, s'il vous plaît. Voilà, donc d'abord, ça a été dit, rappelé par Kim en introduction de cette présentation, l'échantillon est plutôt très jeune, hein, une bonne partie à 18-29 ans, c'est 45 ans en fait, 45% ont moins de 30 ans et il y a très peu, il n'y a que 25% de gens qui ont 50 ans et plus. C'est aussi une population, j'ai un écho là, j'ai aussi une population très éduquée, le niveau master ou plus représente plus de 50% de l'échantillon, et puis plutôt un peu plus féminisé, 60% de femmes, et enfin on a capté essentiellement une grosse partie de membres de la première génération, 90% sont des gens qui sont eux-mêmes, qui ont eux-mêmes migré dans l'échantillon. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faudra réfléchir par ailleurs, hein. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on apprend dans cette enquête? Si je peux avoir la diapositive suivante, s'il vous plaît. Premièrement, réfléchissons à la question des identités ou des appartenances de cette diaspora malagasy. Diapositive suivante. On s'aperçoit que c'est une communauté qui est
très ouverte sur le pays d'accueil. Alors ça se mesure d'abord, par exemple, par la question du mariage. Est-ce que les gens qui sont les membres de la diaspora sont mariés avec quelqu'un qui n'est pas d'origine malgache? Dans la première génération, c'est 67%, non, c'est par contre, c'est un tiers des individus, 36%, bon, un peu plus d'un tiers, qui ont un conjoint qui n'est pas d'origine malgache. Mais dans les générations suivantes, c'est 67%. Donc, les migrants, les enfants d'immigrés, d'une certaine façon, de migrants, deuxième, troisième génération, se marient avec des Français ou des gens d'une autre nationalité que Madagascar. Donc ça, c'est une caractéristique importante. À noter, une petite différence entre les hommes et les femmes. Les femmes, plus souvent, ont un conjoint qui n'est pas d'origine malgache, c'est 40% d'entre elles, que les hommes. Diapositive suivante. L'ouverture vers la communauté d'accueil, elle se marque aussi par la question de la nationalité. Ça, c'est très important. Dans la première génération, nous avons une bonne partie de gens qui sont uniquement malgaches, une 50%, mais nous avons aussi déjà des franco-malgaches. Donc, on ne sait pas dans notre enquête s'ils ont acquis la nationalité française ou s'ils sont nés déjà franco-malgaches, hein. Mais en tout cas, voilà, une partie n'est pas exclusivement malgache. Dans la deuxième génération, on s'aperçoit que la nationalité purement malgache se perd, hein, ils sont très très peu, c'est le petit parti en bleu là, et par contre, la proportion de Français uniquement augmente pour représenter une 50%. Diapositive suivante. La nationalité, ça ne dit pas tout. Il faut aussi s'intéresser à la question du sentiment d'appartenance, qui est différent de la nationalité. Est-ce qu'on se sent plutôt ou exclusivement malgache, ou est-ce que sont autant malgache que du pays d'accueil, ou est-ce qu'on se sent plus du pays d'accueil que malgache? Alors, on s'aperçoit que le sentiment d'appartenance, il est très fort. Plus de 70% s'estiment plus ou exclusivement malgache dans la première génération. Mais il s'émousse sans disparaître dans la deuxième génération. Qu'est-ce que ça veut dire dans les générations suivantes? C'est-à-dire qu'en fait, une bonne partie, presque 70%, continue à se sentir malgache, mais une partie non négligeable d'entre eux se situe autant malgache que français. Donc, l'appartenance malgache ne disparaît pas, mais elle se mélange d'une certaine façon avec le sentiment d'appartenance à la communauté, enfin au pays dans lequel on s'installe. Troisième diapositive suivante. Sur les raisons de migrer, alors c'est tout à fait la question des identités. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend d'abord que la principale raison, c'est pour faire des études. Presque 70% des individus viennent pour faire des études, et une raison moins secondaire, ce qui est pour le travail, une vingtaine de pourcents. Mais ça dépend aussi des générations. Là, je n'ai pas trop le temps de développer parce que sinon je vais prendre du temps, mais on s'aperçoit que dans les générations qui précèdent, on leur demande vos parents, si c'est les parents qui ont migré, ou les grands-parents, les arrière-grands-parents, on s'aperçoit que la part des études diminue et la part du travail augmente dans les générations anciennes. Et puis, il y a même pour les grands-parents des choses qui apparaissent plus importantes pour des raisons familiales, voire pour des raisons politiques, alors que les raisons politiques n'apparaissent pas, en tout cas de façon marquée, comme raison des migrations. Enfin, une petite différence intéressante, c'est entre les hommes et les femmes. On s'aperçoit que pour les femmes, il y a un déterminant ou une explication, une raison de la première migration qui est pour le mariage, puisque ça représente 14% des femmes qui disent être venues en France pour se marier. Diapositive suivante. Bon, je passe sur celle-là, je n'ai pas trop de temps, donc si on peut passer, s'il vous plaît, diapositive suivante. Venons-en maintenant au degré d'attachement et d'engagement à Madagascar. Attachement au pays d'origine et engagement vers le pays d'origine. Diapositive suivante. Premièrement, comment peut-on mesurer l'attachement? Comment peut-on mesurer l'attachement au pays? D'abord, par le fait de rester connecté avec le pays par la prise d'informations. Et là, c'est très important. Les 2/3 des individus de l'enquête disent suivre régulièrement les nouvelles, c'est-à-dire au moins une fois par mois. Donc, ils ne sont pas coupés du pays de ce point de vue-là. Ils ne sont pas non plus coupés du pays, en ce sens qu'ils y vont finalement assez souvent. La France, c'est quand même loin de Madagascar. Bon, la Réunion un peu plus proche, c'est plus facile pour eux, mais quand même, ça coûte cher. Eh bien, finalement, on a un membre de la diaspora sur 2 qui dit y aller au moins tous les 2 ou 3 ans.
Donc, ce n'est pas négligeable non plus, l'attachement reste très fort. Diapositive suivante. Question de la contribution. Est-ce qu'ils mènent, les membres de la diaspora mènent des actions à Madagascar? Oui, ils mènent des actions massivement. 70% contribuent, au moins occasionnellement, à des actions de soutien en direction de Madagascar. Ce n'est pas négligeable du tout. Lorsqu'on regarde la structure de ces soutiens, on s'aperçoit que c'est plutôt très souvent à destination des proches, donc un peu orienté vers la famille et les collatéraux, mais il y a aussi des associations, un peu de bénévolat, mais c'est quelque chose qui est plutôt concentré dans le domaine familial. Diapositive suivante. Alors, on a vu qu'ils s'impliquaient. Est-ce qu'ils souhaiteraient s'impliquer? L'intérêt, c'est évidemment de mesurer la capacité de mobilisation de ces diasporas. Oui, massivement, 70% se déclarent intéressés à mener des actions à Madagascar dans les 3 prochaines années. Donc, il y a une volonté de faire quelque chose pour Madagascar très nette, et en termes de partage des connaissances, exemple particulier, eh bien 80% sont prêts à partager leur expérience, leurs connaissances. On a vu que c'était une diaspora plutôt qualifiée, qui occupe des postes spécifiques. Ils ont des compétences spécifiques, ils sont prêts à les faire partager. Diapositive suivante. Mick l'a rappelé tout à l'heure, hein, c'est une diaspora. La question, effectivement, c'est est-ce que les Malgaches constituent une communauté? Est-ce qu'ils ils se mobilisent au sein du pays? Eh bien oui, la participation associative, elle est très forte. Plus d'un membre de la diaspora sur 2 est membre d'une association proche ou orientée vers les Malagasy, et 60% sont même en contact. Donc, ils ne sont pas forcément membres, mais en contact. Donc, c'est important. Et là aussi, il y a une diversité d'associations, mais on s'aperçoit qu'une bonne partie d'entre elles sont dans le domaine social, culturel, caritatif, mais aussi il y a du religieux, du regroupement d'originaires. Diapositive suivante. L'intérêt, la question de la perception du rôle de la diaspora dans le cadre du développement ou pour Madagascar. Alors, sur la contribution actuelle, est-ce que la diaspora actuellement, vous pensez qu'elle contribue au développement positivement à Madagascar? On s'aperçoit qu'une bonne partie des gens ne répondent pas déjà à cette question, 30% ne répondent pas. Et parmi ceux qui répondent, ils sont plutôt modestes, hein, puisque finalement, il y en a un peu plus de 20% qui estiment que c'est fort ou très fort, et ils estiment finalement que leur contribution est relativement limitée. Par contre, lorsqu'on leur demande la contribution potentielle, est-ce que la diaspora pourrait contribuer au développement? Alors là, les chiffres sont beaucoup plus importants, puisqu'on a presque les 2/3 des gens qui disent oui, la diaspora pourrait contribuer. Merci, merci Jean-Michel. Oui, je crois que j'ai terminé pour là. Hein. Oui, merci. Voilà. Je vais laisser la parole maintenant à François pour la fin. Je laisse la parole donc à François, parce que sur cette première partie de résultats, on a parlé notamment d'appartenance, de perception vis-à-vis de la diaspora, et donc plus tournée vers les individus. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de résultats tournés notamment vers les institutions à Madagascar, et comment est-ce que justement elles sont perçues vice-versa par cette diaspora? François, pardon, je laisse la parole. Merci Nathanaël. Est-ce qu'on peut mettre les diapos, s'il vous plaît? Et donc, on a, dans la dernière partie de Jean-Michel, on a parlé un peu des contributions effectives de la diaspora, de leurs liens, de leur engagement, et donc de l'objectif. Et maintenant, on va s'intéresser aussi aux perceptions, et en particulier aux perceptions vis-à-vis de Madagascar, qui est une condition qui joue autant que les actions objectives. Donc, on va traiter un peu des valeurs. Donc, voilà. Donc, je vous présente des choses avec des graphiques. Il ne s'agit pas forcément de comprendre parfaitement, mais pour illustrer la richesse des résultats. Globalement, en rouge, les choses plutôt négatives, et en vert, les choses plutôt positives. D'abord, on se pose la question de la confiance par rapport aux institutions à Madagascar. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une très très forte défiance
de toutes les catégories de la diaspora sur les institutions à Madagascar. Sur la partie droite du graphique, il y a ce qu'on appelle le solde d'opinion qui fait la différence entre les opinions positives et les opinions négatives. Et là, vous voyez que c'est toujours supérieur à 50%. Donc, les opinions négatives dominent très largement. Diapositive suivante. Donc ça, c'est un peu un point de vue général sur les institutions. Maintenant, regardons de manière un peu plus précise quelles institutions génèrent le plus de défiance. Et là, on voit que c'est principalement le gouvernement qui est très, très, très décrié. Et ensuite, à peu près au même niveau, les autres institutions, les ambassades, comme un service concret sur le territoire, fait à peu près jeu égal avec les ONG, les entreprises du secteur privé, les bailleurs de fonds, et la meilleure opinion est celle des églises. Diapositive suivante. Peut-être un point qu'il faut préciser, qu'on n'a pas précisé, les résultats qu'on présente aujourd'hui, ces résultats provisoires, ne portent que sur la diaspora en France, qui représente près de 90% de la diaspora. Et à l'occasion des résultats définitifs, on présentera aussi les résultats de la diaspora dans d'autres pays que la France. Alors, qu'est-ce qui génère, qui engendre la méfiance généralisée vis-à-vis des autorités à Madagascar? Le bilan est très clair. Si vous regardez le graphique de droite, on regarde parmi ceux qui n'ont pas confiance, plus de 90% mentionnent la corruption, puis la politisation, l'incompétence et finalement, de manière moins marquée, le désintérêt à l'égard de la diaspora. Donc ça, c'est vrai pour ceux qui sont méfiants, mais c'est tout aussi vrai pour tout le monde. Et donc, pour les autres qui ont confiance, ils ont quand même des problèmes qui sont les mêmes que ceux qui sont méfiants, avec dans l'ordre la corruption, la politisation, l'incompétence et le désintérêt. Diapositive suivante. Ça, c'était ce qu'on appelle la confiance institutionnelle. Et là, on finit par une diapositive sur ce qu'on appelle la confiance interpersonnelle par rapport à des groupes d'individus. Globalement, la diaspora fait confiance à ses pairs, aux membres de la diaspora, de manière très importante, mais au même niveau qu'elle est plutôt confiante dans les autres résidents en France qui ne sont pas membres de la diaspora. Donc il y a une confiance dans le milieu d'accueil, et ici en l'occurrence en France. Par contre, quand on passe à Madagascar, on s'aperçoit qu'il y a une confiance beaucoup plus faible vis-à-vis de la population restée à Madagascar et surtout vis-à-vis des élites à Madagascar. Et là, il y a une défiance généralisée qui est de manière plus large en ligne avec la défiance institutionnelle à l'égard des autorités publiques. Mais là, c'est les élites en général. Diapositive suivante. On a posé des questions sur l'interprétation que la diaspora se fait de ce qu'on a appelé ici l'échec malgache. On rappelle, division par 2 du niveau de vie de Madagascar depuis l'indépendance. Et donc, qu'est-ce qui pourrait expliquer, qu'est-ce qui, d'après les membres de la diaspora, explique ce problème? Et de façon tout à fait cohérente avec ce qu'on a observé sur la confiance, c'est la mauvaise gestion des dirigeants qui est mis en avant en premier, et quasiment, on est quasiment pour ceux qui se sont exprimés à 100%, pour ceux qui ont une opinion, mais la mentalité de la population est aussi stigmatisée d'une certaine façon, et puis derrière, et de manière moins massive, le poids du passé, la colonisation, l'histoire de Madagascar, les interventions étrangères comme les entreprises étrangères qui travaillent à Madagascar, les bailleurs de fonds, et bien sûr les ressources naturelles sont plébiscitées, tout le monde, ou pas, quasiment tout le monde,
est convaincu que Madagascar a des ressources naturelles exceptionnelles. Diapositive suivante. Pour essayer de mieux comprendre ce problème de défiance et de responsabilisation, aussi bien de la population et surtout des élites, on a proposé un certain nombre de mots, d'adjectifs caractérisant les populations et les élites. Je commencerai par les élites, du côté droit du tableau, et vous voyez les mots qui sortent en premier, je les liste, les 5 premiers: corrompu, individualiste, inorganisé, incompétente, prédatrice. Donc des termes extrêmement négatifs vis-à-vis des élites et du rôle qu'elles jouent et la façon de les caractériser. Du côté de la population, on a vu tout à l'heure que la mentalité de la population en général, des citoyens ordinaires à Madagascar, était considérée comme un problème, même si c'est de manière moins importante. Mais on voit que ces caractéristiques et les adjectifs associés sont moins stigmatisants. C'est plutôt, d'une certaine façon, l'apathie qui domine, et il y a des caractéristiques positives qui interviennent. Donc là, je cite les 5 premières. Positive, travailleuse, endurante, passive, plutôt négative, fragile, sentimentale. Donc voilà, on voit bien qu'il y a clairement une opposition très forte entre la perception de la population et la perception des élites par la diaspora. Diapositive suivante. On s'est interrogé aussi, Madagascar est considéré comme un pays à part, avec des valeurs spécifiques, et la question qui se pose, c'est est-ce que ces valeurs sont vraiment des valeurs malgaches, ou est-ce que finalement on en parle, mais ça ne correspond pas à quelque chose qui est perçu par tout le monde. Et donc on a proposé 8 types de valeurs. Le respect des aînés, Raya Manjeni, le Fiavanana, la solidarité, le vivre ensemble, le pacifisme, etc. On voit très clairement, donc en vert, que le respect des aînés et le vivre ensemble, les Raya Manjeni, respecter le Fiavanana, sont les 2 premières valeurs mises en avant et considérées comme spécifiquement malgaches. Et les autres sont aussi considérés. On voit qu'il y a des propriétés un peu négatives, comme par exemple la jalousie ou la méfiance et la passivité qu'on avait retrouvées tout à l'heure dans les adjectifs associés à la population. Slide suivante. Dans ces valeurs, très bien, on a identifié qu'il y avait une spécificité malgache. Maintenant, cette spécificité malgache, est-ce qu'elle joue positivement ou négativement sur le développement du pays? Donc on reprend ces mêmes caractéristiques, et en vert, vous avez celles qui jouent positivement selon la diaspora, et en rouge, la partie qui joue négativement. Globalement, on voit que les propriétés, les valeurs de Fiavanana, de Raya Manjeni, l'endurance, le pacifisme, la culture du consensus, sont des valeurs qui jouent positivement. A contrario, bon, pour le consensus, c'est ambivalent, il y a du plus et du moins. Par contre, la méfiance, la jalousie et la passivité, elles jouent de manière négative, mais on a vu qu'elles étaient un peu moins reconnues comme des valeurs spécifiquement malgaches. Slide suivante. On finit sur ces perceptions par la façon dont la diaspora pense que les Malgaches à Madagascar les voient. Comment vous êtes vus, membres de la diaspora, comment vous pensez que vous êtes vus par les gens à Madagascar. Et là, l'appréciation, il y a un peu une vision un peu négative de la façon dont vous pensez que vous êtes vus. La chose qui est mise le plus en avant, c'est des personnes que l'on peut exploiter financièrement ou personnellement, des personnes qui ont abandonné le pays, et le fait d'être potentiellement des ambassadeurs ou des modèles à suivre. Et en fait,
peu considéré comme quelque chose qui est pensé, perçu par les Malgaches à Madagascar. Diapositive suivante. Voilà, je vais passer sur ces liens avec les consulats et l'ambassade, bien que ce soit un levier pour les politiques, et je vais directement à la conclusion. Conclusion de ces résultats provisoires. Diapositive suivante. Voilà, très brièvement, l'enquête ANG qu'on vous a présentée, c'est une enquête unique et potentiellement une première mondiale. Deuxième point, cette enquête n'est pas finie et donc il est encore temps de faire entendre votre voix, vous qui écoutez ou les gens que vous connaissez, et donc n'hésitez pas à répondre sur les QR codes présentés et à diffuser dans votre réseau. Troisième résultat, la diaspora malagasy s'intéresse à Madagascar et s'implique, mais à petite échelle. On a vu des dons à des proches et voilà, organisation. Elle souhaite s'impliquer plus, donc il y a un potentiel. Et en plus de ça, elle a un potentiel économique pour une contribution majeure. Et les calculs qu'on a commencé à faire nous disent que les revenus cumulés de la diaspora sont à peu près égaux au PIB, au PIB, au produit intérieur brut de Madagascar. Donc vous imaginez l'acteur que représente la diaspora et le potentiel de contribution. On cite quelques pistes découlant directement de l'enquête, d'après nous, c'est la diaspora doit s'organiser pour pouvoir peser plus, la restauration de la confiance entre la diaspora et Madagascar en général, mais les autorités en particulier, qui est à son comble, à son maximum, doit être un impératif et une priorité absolue. Et enfin, l'idée que, profitant de cette enquête et donc de résultats scientifiques, on peut agir pour établir un plan de bataille. C'est un combat qu'on peut mener ensemble. Mais de ce côté-là et du côté des pistes d'action, la balle est plutôt dans le camp de la diaspora. Merci François, notamment pour ce rappel que la diaspora derrière est un levier donc, pour Madagascar et comment ça peut s'actionner. On a vu sur la carte des résultats que vous avez présentés qu'on est quand même sur plusieurs pays où on a eu des répondants et notamment la carte où on a la France hexagonale qui derrière, on a beaucoup de résultats. Et ma question, ce sera, je vais me tourner notamment, inviter donc Tina Razafin Salam donc de l'association Soleil Marmaille à nous rejoindre. Donc la question, ça va être, vous êtes à La Réunion, justement, Jean-Michel l'a dit, La Réunion, vous êtes plutôt proche de Madagascar, mais finalement, moi-même, ayant grandi aux Comores, donc dans l'océan Indien, on est proche, mais on reste quand même loin. Et ma question, ce sera comment est-ce que vous, de votre côté, vous avez abordé cette enquête et comment, justement, en tant qu'association relais derrière, vous avez pu porter et justement clasher un peu les identités qu'il y a entre les valeurs, l'appartenance malgache à La Réunion. Bienvenue d'ailleurs. Merci, bonjour à tous. Oui, alors merci d'abord pour toutes ces interventions qui sont d'une grande qualité. Merci à l'IRD pour cette enquête parce qu'elle est vraiment formidable et merci à Diapason parce que ça nous permet en fait de nous exprimer. Donc effectivement, moi j'ai eu cette chance de pouvoir parler des actions, c'est-à-dire ce que l'on va faire avec toutes ces données, qu'est-ce qu'on va faire sur Madagascar. Donc, c'est vraiment moi, mon sujet qui me passionne et c'est un petit peu le but de ma vie actuellement. Et pour ces actions, je commencerai par dire effectivement pourquoi agir. Je reviendrai un petit peu sur ce que François vient de dire, c'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment beaucoup d'envie d'avancer, mais on ne passe pas à l'action. Alors, je pense que si on veut vraiment passer à l'action, il faut trouver le levier qui fait que l'on va passer à l'action. Parce que des grandes causes, de la noblesse en disant que c'est le pays, en disant que on sait notre responsabilité, en fait, je ne pense pas forcément que ça fonctionne. Il faut un levier qui soit quand même un petit peu plus puissant que ça.
Eh ben, le levier qui est un peu plus puissant que ça, d'après moi, c'est le même levier qui a fait que nous venons ici à l'extérieur. C'est-à-dire, en fait, généralement, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent un petit peu à avoir une vie meilleure. Alors, la vie meilleure, oui, jusque-là, c'était probablement ici. Mais maintenant, plus j'avance en âge, plus je réfléchis et je me dis que ce n'est pas forcément dans ces pays occidentaux où la vie est meilleure. Et quand on regarde les replis qu'il y a dans le monde, que ce soit aux États-Unis, même en France, on voit que les choses sont quand même assez difficiles. Et puisque cette vie meilleure, c'est toujours difficile, c'est très philosophique de savoir ce que c'est qu'une vie meilleure, mais peut-être qu'on peut prendre un exemple, c'est savoir où les gens vont vivre le plus longtemps et vont vivre le plus heureux. C'est pas forcément dans des endroits où la richesse s'accumule, mais c'est plutôt dans des endroits où on va vivre calmement, on va manger très bien et où les relations humaines peuvent se faire. Et c'est peut-être cette vision qu'il faut essayer de trouver et non pas la vision occidentale. Donc, la vie meilleure dont je parlais, c'est probablement vers ça qu'on devrait essayer d'aller à Madagascar pour que les gens reviennent à Madagascar, c'est-à-dire qu'ils veulent trouver une vie meilleure. Et c'est donc le levier qu'on devrait utiliser pour revenir. Alors, en fait, les actions, c'est-à-dire la plupart des gens qui doivent regarder font des actions et on est toujours un petit peu embêté parce que ces actions, on n'y voit pas leur impact. Et alors, ces actions, je pense qu'elles vont avoir un impact. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le développement ne peut se faire que par l'humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut juste changer un état d'esprit pour pouvoir changer les choses. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être logiquement possible très rapidement. Ça, c'était la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le développement, elle passe par l'humain. Parce qu'on sait tous que pour changer des états d'esprit, c'est très difficile. Et c'est là où, effectivement, on voit que les choses peuvent être beaucoup plus lentes. Donc, notre action, quand on fait quelque chose, c'est souvent on a toujours l'impression que c'est une goutte d'eau, mais on vient de voir qu'en fait, cette goutte d'eau, si elle est bien faite, c'est peut-être cette goutte d'eau qui va tout changer. Et d'ailleurs, quand on essaie de voir l'action qu'on va avoir, parce qu'on se dit, on va agir, mais est-ce qu'on n'est pas très loin? Est-ce qu'on n'est pas très en retard? Parce que c'est surtout ça, quand on voit en fait le travail qu'il reste, on est toujours un petit peu démotivé. Mais j'ai envie de dire, ça dépend en fait de ce qu'on veut dans la vie. Si c'est un retard pour essayer d'aller sur Mars, effectivement, on a 100 ans de retard. Si c'est pour faire des voitures, si c'est pour faire des téléphones, effectivement, on va avoir 50 ans de retard. Mais si on regarde des choses, par exemple, comme de la médecine, là, c'est déjà beaucoup plus nuancé. Je suis médecin, je sais ce que c'est. Si effectivement, on essaie de voir quand on veut avoir la dernière chimiothérapie, on va avoir 30 ans, 40 ans de retard. Si on veut traiter une appendicite, on va avoir 5 ans de retard. Il faut juste des blocs opératoires propres. Et c'est tout ce dont on a besoin. Il faut avoir des blocs opératoires propres, c'est tout. Et ça, les appendicites, c'est à peu près 95% de la pathologie. Donc, en fait, on n'a pas forcément beaucoup de retard dans la médecine. Après, on peut essayer de voir d'autres choses aussi, comme l'alimentation, comme les relations humaines. Dans ces cas-là, l'alimentation, on mange beaucoup plus bio à Madagascar qu'ici, donc on est en avance. Dans les relations humaines, alors soit les autres sont en retard, soit c'est nous qui sommes en avance. Donc, sur les actions, en fait, on peut faire quelque chose, des choses qui peuvent améliorer rapidement la vie et nous inciter à faire des choses pour qu'on puisse rentrer à Madagascar. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je crois que la chose qui est la plus importante à faire, c'est d'organiser de nouveau notre société. Le problème avec notre société, c'est qu'on est dans une société qui est féodale, c'est-à-dire on a des dirigeants, on a des gens qui sont des dominants et puis tout le peuple. Et le problème, c'est que ce peuple-là ne peut jamais avancer. Et quand ce peuple ne peut pas avancer, le pays ne peut pas avancer.
Et là, en fait, on va avoir un grand rôle, puisque comme disait François tout à l'heure, on a sur le plan financier, la diaspora est pratiquement aussi riche que Madagascar tout entier. Donc les Malgaches, nos compatriotes nous attendent et ils espèrent beaucoup de nous, et pas simplement sur le plan financier, pas que, mais ils attendent aussi des transferts de compétences et puis de leur montrer un petit peu comment les sociétés qui sont à l'extérieur sont organisées, et on pourra aussi amener donc cette façon de voir à Madagascar. Donc un transfert de connaissances, un transfert de compétences, et apporter donc cette société à Madagascar. Et là, je voudrais dire que cette enquête de Ing et Hack, qui est une enquête qui était formidable, ça a réuni vraiment beaucoup de monde de tous les horizons. La dernière fois que j'ai vu des gens, des Malgaches s'unir comme ça, c'était pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, effectivement, les Malgaches étaient tous ensemble, que ce soit des gens, des riches, des pauvres, des gens des côtes ou du centre. C'était vraiment quelque chose de très, très agréable. Et là, en fait, cette enquête, elle a permis ça. Et moi, j'aimerais espérer, j'aimerais rêver, je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas, après cette enquête, continuer à Irak dans une ONG, dans une association, et quelque chose qui va en fait permettre de travailler à Madagascar avec tous les Malgaches qui sont à l'extérieur, toute la diaspora à l'extérieur, toutes les associations qui ont participé. C'est une sorte d'assemblée déjà qu'on peut avoir, et je pense que l'avenir de Madagascar ne peut se faire que par des assemblées, parce qu'un homme, on attend toujours l'homme providentiel, et ça, c'est vraiment pas bon en fait. Il faut que chaque individu, chaque groupe puisse donner leur avis pour construire Madagascar. J'aimerais pour terminer continuer. Alors, je vais montrer un petit peu aussi mon expérience personnelle que j'ai fait, mon expérience de Madagascar. On a commencé en 2006 dans la région de Litas et dans le Bougoula. Excuse-moi, Tine, je pense qu'on va peut-être garder ce petit partage pour les questions avec le temps qui passe. Merci déjà pour en effet cet espoir. Je pense que nous partageons tous en tant que membres de la diaspora et derrière donc acteurs pour ce beau pays que nous représentons tous, peu importe les coins du monde où nous sommes. La carte justement des résultats montrait bien que nous sommes quand même partout et nous sommes quand même placés sur différents horizons. Peut-être pour un peu diffuser les échanges qu'il y a eu sur ces premiers résultats, sur justement le processus de l'enquête, on voit quand même qu'on est sur une enquête qui a été très poussée, autant donc sur le côté, comme on l'a dit, d'appartenance, de valeur, mais aussi donc démographique. Une question donc peut-être pour Mireille, François ou Jean-Michel. On est quand même sur une approche en effet qui est participative et ça on l'a bien compris. Mais en quoi est-ce que se tourner vers une approche participative, notamment sur ce type de population, change la manière de faire de la recherche sur les diasporas? Je peux répondre, donner quelques premiers éléments de réponse peut-être. Donc, le côté participatif, selon nous, c'était vraiment une condition pour réussir cette initiative, parce que pour aller convaincre les membres de la diaspora et les associations, les convaincre pour qu'ils participent, pour qu'ils répondent à ces enquêtes, il faut les connaître, et il faut que ce soit les membres eux-mêmes qui participent pour aller convaincre. En fait, c'est eux, comme l'a dit très bien en fait Mika tout à l'heure, c'est que c'est la diaspora qui se connaît et qui sait
quelles sont les questions qui intéressent la diaspora, comment les convaincre, comment les attirer dans cette initiative. Et juste peut-être une précision extrêmement importante à dire avant, c'est que l'élaboration même des questions, de la méthodologie d'enquête, en fait, on l'a fait en association. Donc, nous, donc les chercheurs, mais avec les membres de la diaspora, avec les associations, pour ensemble définir c'est quoi les stratégies qui marcheraient, quoi. Tout seul, en fait, si on avait confié cette enquête à un bureau d'études qui n'a aucun lien avec la diaspora, ils ne pourraient pas savoir où les trouver, comment les convaincre, qui sont les personnes qui peuvent établir des relais, jouer des rôles, etc. Et c'est pour ça que le travail participatif joue énormément. Justement, sur vos cibles, vous êtes beaucoup tourné donc, vers la diaspora, on va dire, de France. Moi, c'est vrai que quand j'ai répondu à cette enquête, comme je l'ai dit, j'ai répondu sur, on va dire, sur une double perception. La perception de moi, Nathanaël, donc membre de la diaspora malgache aux Comores, et la perception de moi, Nathanaël, donc membre de la diaspora malgache en France. Est-ce que justement, dans vos cibles, la prise en compte notamment dans l'appartenance et autres, des Malgaches qui sont nés donc qui ont vécu à l'étranger est quand même assez représentatif dans les résultats que vous avez pu porter. Ok, donc je prends le relais de Mireille. Donc cette enquête, donc on a une enquête sur les associations qui est centrée sur la France et une enquête sur les individus qui est mondiale. Donc les caractéristiques des migrants de Madagascar, c'est une extrême concentration en France. Entre 85 et 90% des originaires de Madagascar sont en France. Et quand je dis la France, y compris Réunion, Mayotte, etc. Et le reste dispatché un peu partout. Donc on est passé pour les autres pays, qui était un objectif secondaire de cette enquête, par des personnes relais, évidemment, bien sûr, les réseaux sociaux, mais par des personnes relais. Et au bout du compte, comme l'a dit Mireille, on arrive à avoir environ 500 questionnaires qui correspondent grosso modo à la proportion de la diaspora à l'extérieur de la France et venant de plus de 30 pays. Et j'en profite, puisque je découvre, Nathanaël, que tu a fait un passage aux Comores. C'est un de nos points faibles. Il y a une grosse diaspora malgache aux Comores que jusqu'ici, on a peu réussi à atteindre. Et donc, on va te recontacter pour pouvoir faire mieux aux Comores. Et c'est important. On continue dans la cohésion et dans le partage, justement, et où on peut tous contribuer à cette enquête. Plutôt une question, pardon, pour Tine. Pour reprendre justement sur le positionnement de la Réunion par rapport à Madagascar, que ce soit culturel, que ce soit géographique, par rapport à l'enquête Ngasiai, est-ce que finalement dans les résultats que vous avez pu observer ou même dans le ressenti, il y a quand même eu, je dirais, des certaines similitudes, peut-être redondances. Alors, oui, alors là, tu parles à la mauvaise personne en fait. Parce que moi, je suis mais vraiment pas dans les études. Je suis quelqu'un qui est sur le terrain. Si tu veux des choses sur le terrain, je suis là. Si c'est vraiment dans les livres, non, c'est pas mon truc. Donc, je passe, joker. Je parle plus justement sur le terrain à La Réunion, le positionnement en tant que malgache à La Réunion, par rapport à l'interparticularité justement qu'il y a entre les malgaches et réunionnais. Comment est-ce que la diaspora malgache se positionne justement à la Réunion, comme je l'ai dit, proximité autant culturelle que géographique. Alors, quelle différence y a-t-il entre les malgaches de La Réunion et puis ceux qui sont en métropole? Ici, on est vraiment en fait c'est-à-dire que c'est une réunion de peuples en fait. La Réunion, on a des oreilles, on a des Chinois et on a des Malgaches. Donc en fait, nous ici à La Réunion, on est vraiment, on fait vraiment partie de cette réunion de peuples. Donc à partir du moment où on fait quelque chose,
les gens sont là. Et pour rejoindre un petit peu ce que tu viens de dire, peut-être par rapport à la métropole, il y a beaucoup de Réunionnais qui ont des associations à Madagascar, beaucoup de Réunionnais qui vont aider à Madagascar. Si c'est peut-être la question que tu poses, c'est celle-là, oui. Par rapport à la métropole. Et peut-être pour revenir sur les résultats que vous avez présentés, Jean-Michel ou François, notamment sur les chiffres qui sont ressortis, on a vu qu'il y a quand même une forte part de jeunes, entre guillemets, qui ont répondu à l'enquête. Est-ce que justement, là où aujourd'hui, notamment, et on fait pas d'association, on voit qu'il y a une difficulté de mobilisation des jeunes vers l'associatif malgache ou autre, est-ce qu'il y a eu des résultats qui ont pu vous surprendre sur ces premiers résultats provisoires déjà obtenus après ces premiers 8 mois? Jean-Michel, à toi. Pour l'instant, je dirais non, pas vraiment de surprise, mais par contre ta question est effectivement intéressante. Et puis j'ai vu dans le chat, il y a une question qui va un peu pas tout à fait dans le même sens, mais qui se pose la question, puisque j'ai dit on a 82% de gens qui sont des migrants de la première génération, donc on manque clairement dans l'enquête des deuxième, troisième et quatrième générations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut régler la question? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire une chose qui apparaît un peu dans l'enquête, mais qu'on avait déjà identifiée et qu'on savait déjà un peu, c'est-à-dire que c'est une diaspora qui se fond, qui s'intègre d'une certaine façon, qui se fond dans le creuset français en partie. Peut-être que les appartenances se distendent et donc du coup c'est assez logique qu'ils ne répondent pas. Mais c'est certainement pas la seule raison. En réalité, c'est pour ça que ce sont des résultats provisoires, parce qu'on a un moyen. Alors évidemment, l'idée c'est de chercher à augmenter le nombre de répondants et en cherchant les secondes générations, mais ça, c'est pas seconde, troisième génération. Donc, on le souhaite, bien entendu, que ça se poursuive comme ça. Mais on a aussi des moyens statistiques de résoudre ce problème. En réalité, nous avons un cadrage, nous pouvons, à partir du recensement de la population française, faire un cadrage, avoir une idée un peu de la structure par âge et par génération de la population des Malagasy et des descendants Malagasy en France. Et donc, on a le moyen, alors c'est un peu technique, je ne vais pas trop développer ici, mais on a moyen, dans les analyses, de faire une post-stratification, c'est-à-dire en pondérant différemment les individus de notre échantillon en fonction de ce qu'ils représentent dans la diaspora malagasy qu'on peut connaître de façon imparfaite, mais quand même avec des informations plus sûres à partir du recensement de la population française. Merci. Tout à l'heure, quand on parlait de l'enquête, on était justement sur une optique où on souhaitait que ce dispositif participatif on va dire, se prolifère vers d'autres diasporas pour encore mieux comprendre ces populations qui participent beaucoup au développement de chacun de nos pays. Je vais me tourner donc vers Zainab qui est avec nous aujourd'hui, qui est issue donc de la diaspora malienne. On le sait là que les diasporas d'Afrique de l'Ouest sont quand même non seulement assez nombreuses, mais aussi assez plus visibles quand on compare avec d'autres diasporas. Qu'est-ce que ça vous inspire, on va dire, de voir derrière ce travail participatif fait avec et pour la diaspora? Merci Nathanaël. Donc bonjour à tous. Moi, quand j'entends ça, je me dis il faudrait qu'on refasse une étude participative de ce type-là pour voir où on est aujourd'hui la diaspora malienne. Voilà, parce que c'est une diaspora qui est très ancienne. Hein. Donc déjà, juste pour planter le décor, le Mali, c'est aujourd'hui un des pays qui est le plus dépendant des emplois de fonds de sa diaspora, donc contribue beaucoup. Je parle d'une diaspora qui date des années 60, à une époque où effectivement on avait un ensemble de lois en France qui permettaient qui facilitaient le séjour des travailleurs immigrés. Donc les gens venaient. C'est une immigration de travail. Ils sont partis aussi souvent parce qu'il y avait des grosses sécheresses. Donc la période des années 60-70, on a eu de grosses sécheresses dans une partie de Mali. Donc aujourd'hui, les migrants de la première génération qui sont venus, c'est vraiment principalement ceux issus de ces régions-là, la première région du Mali, donc la région de Kayes et le bassin du fleuve Sénégal. Ils restaient, c'était majoritairement des hommes
Et puis ils repartaient. Et puis à partir des années 77, quand il y a eu la carte de séjour, ils se sont fixés pour certains et ont fait venir leur famille. Donc les enfants sont nés, les femmes sont arrivées, etc. Donc là, on s'est fixé et effectivement, à un moment, on va se retrouver comme avec la diaspora malgache, avec des deuxième, troisième, quatrième générations, où on n'a pas du tout les mêmes enjeux, on n'a pas le même sentiment d'appartenance, on n'a pas, on est sur la revendication sur d'autres combats, par exemple sur des combats liés justement à la lutte contre le racisme, ou par exemple à des combats liés à la revendication d'une double culture, à une présence dans l'espace politique, public, etc. Ici. Donc, juste pour revenir un peu à la migration malienne, donc c'est beaucoup la France. Donc, voilà, parce qu'aussi on parle français, il y a toute une histoire. Mais c'est notamment aussi beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, c'était aussi dans les pays voisins, comme la Côte d'Ivoire, comme le Congo. Enfin, voilà, on est vraiment allé d'abord aussi à côté. Et ça, c'est pas négligeable, avec un flux financier pour soutenir le pays qui est pas moindre, enfin, je veux dire, celui qui part de la France, c'est-à-dire les flux financiers qui partent de la France pour soutenir le Mali, sont pas inférieurs à ceux qui partent des autres pays où il y a cette diaspora. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une organisation qui est telle que, en fait, on est souvent aussi, c'est les ressortissants d'un même village qui vont partir, soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en France, en Espagne, en Italie, aux États-Unis. Mais en fait, quand tu auras un projet pour aider le village d'origine, ben, tous vont pouvoir apporter une contribution. Donc, il y a une structuration à partir de la communauté d'origine, mais même quand on est aux États-Unis, même quand on est en France ou qu'on est en Côte d'Ivoire, mais il y a le lien qui est maintenu d'une façon ou d'une autre pour contribuer. Il y a également, donc ça permet effectivement d'avoir un gros investissement de ces diasporas-là dans des projets communautaires. Donc, on était déjà pour la première génération, hein, c'était vraiment à travers des associations, soutien à la création de forages pour avoir de l'eau potable, pour avoir des écoles, des centres de santé, etc. Et puis, ça a évolué. On a également pas mal de choses qui ont fait que les élus locaux venaient souvent régulièrement à la rencontre de la diaspora pour leur présenter les plans de développement de leur commune, par exemple, en disant, ben voilà, nous, les priorités qu'on a vues sur le territoire, c'est qu'il nous manque le centre de santé, etc. Et donc, les migrants, depuis leur foyer à Montreuil, justement, discutent et disent, bah, nous, on veut participer, par exemple, à ce centre de santé. Donc, il y a quand même aussi, quelque part, un échange d'informations autour de cette première génération qui est très impliquée. Ce que je peux dire aussi, c'est que c'est des gens qui ont eu le droit de vote très vite, le vote aux élections présidentielles, en étant migrant, en étant à la diaspora. Donc ça a un impact aussi justement sur leur investissement politique, la redevabilité que peut avoir la société. Donc ne vous étonnez pas, mais très souvent à la veille des élections législatives ou municipales, où ils votent pas directement, mais ils ont une influence sur leur famille ou sur leur communauté restée là-bas, parce qu'ils soutiennent beaucoup financièrement. Mais on a pas mal d'élus, de candidats qui viennent ici en France faire la tournée des foyers de travailleurs immigrés. Hein. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de... Donc là-dessus, je voulais aussi juste dire que faut pas s'y tromper. Nous, effectivement, également sur les chiffres, hein, c'est plus de 1 milliard de dollars par an qui sont envoyés selon la Banque mondiale par les migrants maliens. Donc ça fait à peu près 10% du PIB. Et c'est d'autant plus fort aujourd'hui que la situation politique du Mali fait qu'il y a pas mal de bailleurs internationaux qui se sont détournés de ce pays et que le relais est encore repris fortement par la diaspora. Oui. Donc voilà, il y a même des programmes, je connais par exemple le programme TOC10, qui est un programme du PNUD, alors qu'est-ce que ça veut dire le TOC10? Ça veut dire transfert des compétences par l'intermédiaire des expatriés nationaux, qui a plutôt ciblé non pas ces premières générations qui étaient peu qualifiées, qui est voilà des ouvriers, etc., mais les personnes un peu plus qualifiées pour cette idée de pouvoir mobiliser cette huile de cerveau et soutenir leur investissement dans des projets au pays. Donc, c'était un programme, et ça va être relancé, là, ils étaient en discussion pour le Mali, en tout cas, qui soutenait des missions courtes d'experts, de médecins, d'architectes, etc., sur des projets dans des secteurs prioritaires identifiés par les Nations Unies et le Mali, donc avec un accord vraiment de l'État pour justement, favoriser justement cet investissement en termes de compétences.
certains sont restés, d'autres ont juste fait la mission courte et puis sont revenus. Voilà. Merci pour cette perspective. On retient quand même que sont quand même des montants assez importants qui sont derrière, envoyés chaque année dans nos pays respectifs, et on voit qu'il y a aussi derrière une possibilité de transformer ces investissements en outils de développement pour différentes initiatives. On retient notamment une solidarité aussi qu'il y a sur des projets où on a aussi pas mal d'associations ou de dispositifs tournés vers Madagascar qui ont justement ces projets-là. Je pense que nous allons déjà remercier tous nos intervenants pour les belles présentations qui ont été faites, et je pense que nous pouvons passer autant des questions. En attendant que ça arrive côté ligne. Oui, Tim? Moi, j'aurais une question, si je peux poser des questions. Oui. On est tous là pour apprendre, oui. Ah bon, si je peux poser des questions, moi, je poserais bien une question à Mick. C'est ce qui m'intéresse le plus aux jeunes, là. Les autres sont, comme dit François, les vieux, mais les jeunes sont très intéressants. En fait, je sais à peu près ce que je fais à Madagascar, mais les jeunes qui sont en métropole, quelles sont les actions vraiment qu'ils voudraient faire ou qu'ils font à Madagascar, en fait? Et notamment, est-ce qu'il y a des actions, parce que souvent c'est effectivement religieux, culturel, mais je dirais économique, politique. Est-ce qu'il y en a ou c'est vraiment quelque chose qui est loin pour vous? Nick? Merci beaucoup, Tin. Je ne m'y attendais pas. En même temps qu'on a ce poste de président d'ASSO, on s'y attend toujours. Non, de ma perspective, hein, de ce que je vois, ça bouge pas mal. Je sais qu'il y a pas mal d'activités. Alors, pas forcément directement à Madagascar tout de suite, mais plutôt au niveau de cette France hexagonale-là, où on parlait justement avec les chercheurs du fait qu'on ne touche pas suffisamment les deuxième et troisième générations. Et là, je trouve qu'il y a un mouvement très intéressant. Il y a beaucoup d'activités culturelles qui travaillent justement sur cette reconnexion de ces personnes-là, mais aussi de la diaspora de première génération avec Madagascar, dans le train-train de la vie quotidienne où on se bat bec et ongle pour voilà, les projets professionnels, personnels. Je sens plusieurs initiatives de jeunes qui visent à reconnecter ces gens-là avec Madagascar. Ensuite, sur l'action vers Madagascar, non, franchement, on a travaillé avec les chercheurs à l'époque sur une initiative qui s'appelle Arrive en Pédisme, qui visait et qui vise toujours à recenser les actions des associations qui agissent à Madagascar. Mais oui, il y a bien des jeunes qui interviennent in situ à Madagascar. Les domaines de préférence, ils s'articulent beaucoup autour, pour moi, de tout ce qui va concerner les transitions environnementales, adaptation au changement climatique, mais aussi toutes les questions de justice sociale. Là, c'est assez intéressant parce que tout un peu les luttes sociales, peut-être que les jeunes sentent qu'ils traversent au niveau de leur vie en France ou ailleurs, mais aussi que d'autres diasporas africaines vivent, et ben, elles essaient de voir comment ça peut être appliqué, entre guillemets, aux problèmes sociaux que rencontre le pays. Donc, quand je dis lutte sociale, ça concerne tout ce qui va être lutte contre le racisme, lutte contre la xénophobie, lutte contre les violences basées sur le genre. Donc, tout un faisceau aussi de thématiques sociales où on remarque que ce qui intéresse le plus les jeunes, c'est la lutte contre toute forme d'injustice, injustice climatique, injustice sociale, injustice fiscale, injustice économique. C'est un peu peut-être le faisceau commun d'action que moi je vois, d'associations qui s'engagent in situ à Madagascar. Je ne vais sincèrement pas mobiliser le débat, mais peut-être qu'aujourd'hui, il faut penser à un développement intégré, c'est-à-dire faire dans un endroit de l'éducation, de la formation, de l'économie, que ce soit entreprise sociale, microcrédit, travailler
avec les communes, avec les collectivités locales, mairies, travailler surtout avec le FUCNUL, c'est-à-dire les assemblées. C'est vraiment comme ça que l'on peut faire. C'est vraiment. Mais si on reste dans l'environnement, un autre dans l'école, de l'autre côté la santé, on n'y arrivera jamais. Et ça, en fait, ça manque à Madagascar. C'est vraiment ce que je voulais dire. J'en dirai pas plus. Merci beaucoup. Merci Tine pour ce partage. Nous allons passer aux questions du public. Une première question. Donc, une enquête miroir est prévue à Madagascar. Globalement, quelles seront les questions posées à Madagascar? Une question qui se pose et tournée plus vers les chercheurs. Donc, je vais prendre la parole, je vais y répondre. Hein. Donc, on est dans la phase là, en fait, d'élaboration de la méthodologie. Hein. Donc, elle n'a pas encore débuté cette enquête. Donc, on est dans la phase d'élaboration aussi du questionnaire. Globalement, l'idée, c'est d'essayer de voir cette fois-ci, du point de vue justement des Malgaches restés à Madagascar, comment ils voient la diaspora. Qu'est-ce qu'ils attendent de cette diaspora? Est-ce qu'il existe un lien avec cette diaspora? Qu'est-ce qu'ils reçoivent de cette diaspora? Quel est leur point de vue? Avoir déjà là, on a vu comment la diaspora pense que les Malgaches les perçoivent. Ce serait bien de voir si ça correspond effectivement à comment, par exemple, comment la population à Madagascar perçoit la diaspora. Est-ce que la diaspora existe pour la population qui existe à Madagascar? Qu'est-ce qu'ils pensent? Donc, c'est globalement, enfin, c'est tous ces aspects-là, essayer de comprendre le lien essentiellement. Et voir aussi, il y a aussi un autre aspect qu'on va chercher à creuser, c'est aussi du côté des retours, les migrants de retour, qu'est-ce que ces migrants de retour peuvent apporter, ou qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aussi la diaspora en étant à l'extérieur. Voilà quelques éléments. Merci. Une question pour François. C'est par rapport à l'enquête notamment qui portait sur l'appartenance. Est-ce qu'on se sent plus malagasy ou plus membre d'un groupe ethnique en particulier? Quelle a été la tendance des réponses à cette question? Ça peut être François, Jean-Michel ou Mireille, celui qui a la réponse. Jean-Michel, Jean-Michel, c'est tout. Ouais, je suis omniscient. Ouais. Oui, bien sûr, je peux répondre effectivement. On l'a pas présenté, mais on a déjà regardé un peu. C'est une question effectivement cruciale, savoir comment on se situe. Est-ce qu'on se situe plutôt malgache ou est-ce que on se présente comme plutôt appartenant à une région? Ce qui apparaît massivement, c'est que les 3/4 des répondants ont dit qu'ils se sentaient malgaches, plus malgaches que n'importe quoi d'autre. Hein. Et il y a 13% qui disent qu'ils se sentent malgaches et membres d'une région ou d'une ethnie particulière. En fait, on a posé la question de la région, on n'a pas posé la question de l'ethnie, mais ça se recoupe peut-être un petit peu. Et donc, en réalité, il y a très peu de gens qui se disent exclusivement, principalement de la région, c'est une dizaine de %. Donc, voilà, sentiment, au loin, en tout cas au moins, d'appartenance nationale qui prime sur l'appartenance régionale ou ethnique. Et question pour tout, je pense, par rapport aux résultats qui sont provisoires, est-ce que vous avez un objectif de nombre de réponses au regard des près de 350 000 personnes qui sont partie constituante de la diaspora malagasy? Donc, là-dessus, évidemment, on ne va pas enquêter les 350 000 personnes. C'est pas possible et c'est pas nécessaire. Les enquêtes par échantillon représentatif permettent, à partir de 1000 personnes choisies, bien choisies aléatoirement, d'avoir une vision représentative de cette diaspora. Et nos objectifs concrets initiaux étaient d'avoir 2000 pour la France et 300 pour l'étranger. Et aujourd'hui, on a dépassé ces objectifs pour l'enquête individuelle. Et notre objectif d'ici la fin du mois,
c'est d'avoir 3000 répondants pour la France, 500 pour l'étranger. Ensuite, on n'en a pas parlé aujourd'hui parce qu'elle a commencé plus tard, c'est l'enquête association. Nous, initialement, on pensait qu'elle serait plus facile à faire. Et en fait, elle est beaucoup plus difficile à faire. Et donc là, notre objectif, c'est d'en obtenir 500 associations. Et un des résultats, et qui est cohérent avec ce qu'on voit au niveau individuel, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'associations qui se sont créées à un moment, mais qui ont une durée de vie très faible. Elles sont souvent à partir d'expériences dans un village, j'ai vu la pauvreté. Donc, les Malgaches ne sont pas forcément les plus nombreux à œuvrer à Madagascar. Il y a beaucoup de Vasa, de Français non malgaches qui œuvrent à Madagascar, et parfois plus même. Et elles sont toutes petites, elles ont une durée de vie faible, elles sont toutes petites. Et donc la question de l'organisation, hein, qui rejoint élément de réponse à Tine, c'est la nécessité absolue de se coordonner, de se mobiliser ensemble, de ne pas faire chacun dans son coin une petite opération, et avec un potentiel de mobilisation. Et là, je vais en écho sur ce qu'a dit Zaineb, c'est que les transferts des Maliens en France, c'est 10% du PIB. Les transferts des Malgaches, qui sont au moins aussi nombreux, même s'ils sont moins connus, sinon plus, que la diaspora malienne, et qui sont en moyenne plus qualifiés, donc avec un pouvoir économique supérieur, ne transfèrent que 2,5% du PIB. Et le PIB est plus faible à Madagascar. Donc il y a un potentiel énorme entre les 10% transférés par les Maliens et les 2,5% transférés par les Malgaches pour pouvoir contribuer au développement. Mais pour que cette manne puisse être canalisée utilement, il est nécessaire que la diaspora s'organise, se coordonne, et l'enquête devrait permettre de faire ça. La question d'organisation et coordination qui je pense, est un gros enjeu. Et justement, une question pour Mick, étant donné que tu es quand même jeune, président d'ASSO dans une association qui aujourd'hui reflète un peu cette jeunesse qui souhaite s'engager pour Madagascar, créer l'éveil justement pour donc la citoyenneté, l'appartenance qu'on peut avoir envers notre pays aujourd'hui. Est-ce qu'il existe ou est-ce que c'est envisageable de rassembler les multiples associations de jeunes de la diaspora? Est-ce que déjà on a un annuaire? Je pense que toi et moi, en tant que président, on sait que cet annuaire est très vivement recherché. Est-ce que tu as des éléments de réponse par rapport à ça? Merci beaucoup, Nathanaël, pour la perche tendue, j'ai envie de dire. Mais non, c'est super important. Effectivement, pour rejoindre Tina sur la question tout à l'heure du développement intégré, qui rejoint en fait la question de la capitalisation des différentes expériences que les associations ont en intervenant à Madagascar. Comment est-ce qu'on construit quelque chose de nouveau à partir de ce qui était auparavant et par nous, autour de ça, on a développé donc une plateforme qui s'appelle Arrive un Pélézin, donc qui veut littéralement dire les 1000 de la diaspora. Alors, petite précision, dans tous les dialectes de Madagascar, 1000 se dit Arrive, donc il n'y a pas du tout de tropisme en lien avec la dénomination de notre capitale. Mais en tout cas, cette plateforme, elle a pour objectif, de recenser les différentes associations qui existent, et deux, de permettre à chacun, en fait, à partir de cet annuaire-là, de cette plateforme-là, de savoir, à côté de chez lui, de chez elle, c'est quoi les associations qui agissent, où est-ce qu'elles interviennent à Madagascar, qu'est-ce qu'elles font, sur quelle thématique, et in fine aussi, permettre aux associations de se connaître mutuellement. Le plus grand drame aujourd'hui, c'est quand il y a deux associations qui vont intervenir dans la même localité, à quelques kilomètres près, sur à peu près les mêmes problématiques, la même population cible, peu ou prou, et qui vont faire des choses de manière totalement indépendante, sans se concerter et sans s'échanger sur des bonnes pratiques. Donc c'est aussi un peu ce qu'on a voulu incarner avec le dispositif Ingashak, où, comme je l'ai dit, à chaque fois, il y a eu beaucoup de concertation entre les associations pour remonter les axes de progrès, les axes de réussite des uns et des autres. Ça, via Arrive un Pélézin, on aimerait bien le retrouver. Il y a aussi, à part Arrive un Pélézin, qui est un outil qui existe et qu'on aimerait porter à incandescence, on va dire, dans le cadre de Ingashak, il y a aussi, il faut le dire,
une association qui s'appelle FACT Madagascar, qui agit déjà depuis plusieurs années et qui se positionne comme coordinateur des associations engagées pour Madagascar. Cette association n'est pas très connue, il faut l'accepter, mais elle a des résultats exceptionnels en termes d'accompagnement des différentes associations de la diaspora, guidées par des jeunes ou non, pour aller chercher des financements sur différents guichets, AFD, européens, et qui accompagnent donc à la professionnalisation des structures qui interviennent pour Madagascar. Et ça fait partie des plus grands défis pour moi que cette diaspora, dans son action associative, doit avoir. Comment est-ce qu'on se professionnalise dans la recherche de financement, dans la communication, dans la pérennisation de nos structures? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'une association, aujourd'hui, quand elle se crée, elle continue à exister au-delà de l'engagement personnel de ceux qui l'ont fondée? Donc, toutes ces questions-là, on peut y répondre avec un outil qui existe déjà, FACT Madagascar, et que là aussi, dans le cadre de Ingasiac, on aimerait promouvoir davantage, amener des associations à saisir cet acteur qui s'engage pour que nos différentes associations agissent mieux pour Madagascar. Et enfin, une dernière question qui, je pense, moi-même, je me suis posé la question en tant que déjà non-malagassophone, pourquoi le nom Ingasiac? Donc, Ingasiac, c'est l'élan. Je pense qu'on a démontré déjà maintenant. Bon, c'est quelque chose qui a été lancé en fait. On a lancé un élan de mobilisation de la diaspora malgache. Le travail qu'on a fait ensemble là pour arriver là déjà à ce stade, à cette enquête, avec le nombre de répondants qu'on a eu pour Ing et ça continue et ça va continuer. Et le travail qu'on va mener ensemble pour diffuser les résultats et utiliser ces résultats-là pour les transformer en quelque chose qui puisse appuyer véritablement des actions, c'est voilà. Donc Ing, c'est l'élan qui emmène tout ça, quoi. Aku, c'est l'écho. C'est les associations qui viennent en écho en fait des initiatives individuelles. Donc, ça devrait donner une importance beaucoup plus grande aux initiatives individuelles. Donc, Ingasiac se complète pour que nos actions, aussi bien nous du côté des chercheurs que du côté donc, de tout l'ensemble de la diaspora malgache, on puisse ensemble donc avancer pour vraiment continuer cet élan de mobilisation qu'on a initié maintenant. En tout cas, merci. J'en profite pour dire merci beaucoup parce que c'est déjà une expérience extraordinaire de ce travail en partenariat étroit avec ces associations et ces différents individus, les enquêteurs avec qui on a pu régulièrement en fait échanger. Donc c'est quelque chose et un grand merci à eux parce que c'est un véritable travail d'équipe et on espère justement continuer cette initiative pour que ça continue. Et une manière de le continuer, justement, j'ai envie de dire, c'est qu'aussi que maintenant, ce n'est pas terminé parce qu'on attend aussi de vous des échos. Voilà. S'il y a des questions spécifiques que vous souhaitez, par exemple, qu'on aille creuser à travers cette enquête, nous qui allons charger de faire des analyses, n'hésitez surtout pas, c'est un échange, c'est exactement ce qu'on dit, le dialogue science-société qu'on veut aussi mettre en place. Merci. Nathanaël, est-ce qu'on pourrait en profiter pour... Ah oui, voilà, c'est l'échange. Non, c'était pour le QR code sur l'enquête, mais voilà, c'est ça. Donc oui, donc sur ce bel élan, toutes les belles choses ont malheureusement une fin. Et donc pour faire écho, j'ai réussi à le placer, à toutes ces belles interventions et toutes ces belles présentations. Nous vous remercions donc pour votre présence aguerrie au webinaire déjà de Diapason. L'objectif, c'est de nourrir le débat derrière, de transférer ces connaissances et échanger entre nous sur comment est-ce qu'on peut améliorer les choses en tant que membre de la diaspora. J'espère qu'après ce webinaire, vous qui nous regardez, vous serez tous motivés pour aller répondre aux enquêtes parce que c'est important de pouvoir savoir qui nous sommes, pouvoir se connaître et renforcer ce lien qu'il y a entre nous. Et si jamais vous n'arrivez pas à scanner le QR code, n'hésitez pas à aller sur juste au WooClap et taper le code d'événement.